Écoute, Iris, je te propose qu'on commence, si ça te va. Parfait, merci Beryl. Bonjour à tous, simplement un court mot d'introduction. Donc, je suis Iris Roussel, fondatrice et présidente d'Osiris Santé. Je suis vraiment ravie avec toute notre équipe et les intervenants ce matin de vous accueillir pour ce webinaire. Deux petits mots sur la raison d'être d'Osiris Santé qui est née il y a 5 ans, entourée j'espère que vous m'entendez bien, entourée de patients, professionnels de santé et aidants. Nous étions convaincus, et le sommes toujours, que l'expérience patient est un levier pour améliorer la qualité des prises en charge, fluidifier les parcours de santé. Et ce sont d'autant plus d'observations qu'on a pu faire dans le cadre de la crise du Covid-19 qui se poursuit et qui continue d'avoir des impacts. Plus concrètement, on s'est donné 3 missions à Osiris Santé. Une première, de mise en œuvre de solutions pour améliorer et fluidifier les parcours de santé, et ce, en co-construisant à toutes les étapes les solutions avec les patients, centrées sur l'expérience patient. Nous avons une deuxième mission de recherche pour mesurer l'impact social et économique de ces approches qu'on va appeler centrées sur l'expérience patient. Et puis une troisième de sensibilisation, encore une fois, à l'expérience patient, qui est portée par notre association Ozon. Merci beaucoup à tous nos intervenants qui sont nombreux ce matin et qui nous ont rejoints et qui ont répondu présents. Je vais être ravie avec l'ensemble des participants d'entendre vos interventions. Et puis sans plus attendre, je vais d'ores et déjà laisser la main à Beryl et Léa qui vont animer cette matinée. Merci à vous. Merci Iris. Donc pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu, je suis responsable marketing et chargée de développement chez Osiris Santé. Je vais animer ce webinaire ce matin avec Léa. Léa, tu peux te signaler. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, c'est Léa qui va gérer les phases de questions-réponses. Donc, elle collectera vos questions, donc n'hésitez pas à en poser. Donc, pour nous, c'est une première, ce webinaire. On s'adapte avec la crise. On est vraiment ravis de voir qu'il y a eu plus de 120 inscrits. Et donc, ça montre que ce sujet de la e-santé et de l'expérience patient interpelle. On a un agenda qui va être assez chargé aujourd'hui puisqu'on a 10 interventions qu'on va répartir en 3 grandes parties avec 2 phases de questions-réponses dans laquelle on va pouvoir répondre aux questions des participants. Je vous propose de rappeler quelques règles avant qu'on commence ce webinaire pour que ça se passe bien. Donc, les intervenants, n'oubliez pas de rallumer votre micro quand vous prenez la parole. Pour les participants, votre micro est coupé, mais vous avez accès au chat, la petite bulle conversée en bas. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à indiquer le destinataire de la question si cette question s'adresse à quelqu'un en particulier. Ça nous facilitera la tâche ensuite. Et puis, on va essayer de répondre au maximum de questions. Bien sûr, on a un temps limité, donc on va faire au mieux. Mais sachez que nous, notre volonté, c'est dans tous les cas d'enclencher de l'échange dans cette communauté d'acteurs qu'on réunit aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à suivre les intervenants par la suite, à échanger avec eux. Enfin, c'est vraiment ça qu'on veut faire, faciliter l'échange. Voilà, et dernière chose, le webinaire va être enregistré. Donc, vous pourrez le retrouver après coup sur notre site internet. On vous enverra à tous le lien. Et je reviens pour finir cette introduction sur les raisons de ce webinaire. Et après, sans plus tarder, je passe la parole aux intervenants. On a vu pendant la crise chez Osiris Santé qu'il y avait des situations très compliquées à gérer et très difficiles tant côté patient que côté professionnel de santé. Mais la crise a aussi été à l'origine de l'émergence de collaborations inédites, de beaucoup de solidarité, d'adaptabilité du corps médical et puis de toutes sortes d'innovations sociales et technologiques. Et on a assisté à un vrai virage numérique en santé de par le confinement et l'incapacité d'avoir trop de contacts entre nous. Et donc, on se pose la question de l'expérience patient dans tout ça. Et est-ce pas le moment opportun, si je mets entre guillemets ce mot puisqu'on est en pleine crise, mais pour envisager des modèles de santé plus digitalisés, mais qui prennent en compte l'expérience patient et qui tendent vers plus de démocratie en santé. Voilà. Donc, ce webinaire, on va l'aborder avec 3 grandes questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui, ou d'amorcer en tout cas des réponses. La première, c'est est-ce qu'on a assez capitalisé sur l'expérience des patients pour adresser la crise, y compris en e-santé? La deuxième question, ça va être quelle a été la place de la co-construction avec les usagers de santé dans les nouveaux modèles qui se développent et qui sont de plus en plus digitalisés et dans ce contexte d'urgence où ce n'est pas forcément facile de co-construire aussi peut-être avec les usagers de la santé. Et la dernière question, c'est vraiment une question ouverte sur l'avenir et comment on peut envisager l'avenir et ces nouveaux modèles de santé plus digitalisés
sereinement, avec plus d'implication du patient et plus de démocratie en santé, qui sont vraiment des choses vers lesquelles nous, on veut tendre avec Osiris Santé. Et donc, on va s'appuyer sur peut-être des bonnes pratiques qu'on aura entendues aujourd'hui, aussi des limites, des points de doute, des nouveaux challenges identifiés. Et c'est vraiment une phase d'ouverture pour enclencher de futurs échanges après. Et donc, on va avoir la joie d'entendre à la fois des patients, des représentants de patients, des acteurs de la e-santé, des professionnels de santé et des experts de ces thématiques de démocratie en santé. Donc, ça va être très riche. Et donc, on va commencer sans plus tarder pour laisser un maximum de place aux intervenants. Donc, on commence par la partie 1 de notre webinaire qui va être un retour sur l'expérience. On va demander aux patients, aux professionnels de santé de nous raconter ce que la crise a induit en changement dans leur suivi de santé et aussi dans leur rapport à la santé, à la e-santé, pardon. Donc, je vais passer la parole à Delphine Blanchard. Delphine Blanchard est patiente chronique et partenaire en santé. Elle est membre d'un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé pour faciliter l'engagement des patients. Delphine nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, malgré une hospitalisation il y a une bonne semaine. Donc, vraiment, merci. Et ça montre encore une fois tout votre engagement dans ces problématiques d'implication du patient. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce matin. Et pour faciliter son intervention au vu de la situation, et puis comme tu n'as pas eu vraiment le temps de préparer comme les autres avec ton intervention, je vais te poser des questions et puis tu m'y répondras par la suite. Donc la première question à laquelle je t'invite à répondre, c'est qu'est-ce que la crise a changé pour toi dans ton suivi de santé en tant que patiente chronique? Bonjour à tous, merci de me donner la parole. Je suis navrée si d'aventure mes propos peuvent paraître un peu décousus. J'ai une hémoglobine très basse et c'est vraiment compliqué, mais ça devrait le faire quand même. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Un peu tout, en fait, au niveau du suivi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en étant en dialyse à domicile, sans pouvoir voir un néphrologue de visu pendant 4 mois quasiment. Ça a été plutôt compliqué parce que l'avantage de la dialyse à domicile, c'est que j'ai pas eu à vivre le déconfinement forcé. Mais en revanche, j'ai vécu un isolement très forcé où tout devenait un peu compliqué. D'ailleurs, j'en subis les représailles maintenant. L'avantage quand même que cela a généré, c'est que la médecine de ville s'est enclenchée très rapidement. C'est-à-dire que mon généraliste m'a sollicité très vite, ainsi que les infirmiers libéraux de ma petite ville, on va dire, et m'ont pris en charge pour que je ne sois pas isolée médicalement. Donc voilà, après ce que ça a changé vraiment sur mon rapport aux autres, c'est que vraiment je me suis rendu compte que mais c'était terrible en fait le confinement forcé. Donc voilà, ne plus se sentir libre, je trouve que ça a vraiment été quelque chose de difficile, en tout cas pour moi qui était plutôt par monts et par hauts, et puis tout d'un coup, pof, le stop, le mur. Donc voilà. D'accord. Très intéressant, donc un vrai bouleversement dans tes habitudes. Et la deuxième question que je vais te poser, c'est est-ce que la e-santé a pu être une solution pour toi justement pour fluidifier ton parcours de santé, répondre à certains manques que tu avais? Alors pas vraiment. Pourtant, moi je suis plutôt très e-santé, hein, mais alors là, pas du tout. Mon néphrologue, alors en fait, on s'est rendu compte très très vite des limites de la e-santé, par exemple dans la néphrologie, c'est-à-dire qu'on a un petit bureau mobile qui permet de faire des téléconsultations, mais ça c'est en interne en fait, ça peut pas sortir, ça peut pas être en externe, donc ça pouvait pas être utilisé. Donc en fait du coup ça a été quasiment exclusivement par téléphone. Mmh. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que c'est vrai que s'il y avait eu des téléconsultations, on aurait par exemple pu parce qu'en fait le problème c'est que là il n'y avait pas de regard neuf, c'est-à-dire que pendant ces 4 mois je suis restée seule avec moi-même, par exemple avec un abord vasculaire qui était en train de beaucoup s'abîmer, et
je le voyais pas. Je voyais toujours mon abord vasculaire tous les jours. C'est un peu comme quand on voit un enfant, on le voit pas grandir. Là, c'était un peu ça. Je voyais pas mon abord vasculaire se détériorer. Donc c'est vrai que s'il y avait eu des téléconsultations, peut-être qu'on aurait pu éviter ça. Donc c'est vrai que du coup je fais partie de ceux qui malheureusement ont dû renoncer aux soins. Alors pas par choix, hein, je le précise quand même. Moi, tous mes soins ont été annulés ou reportés. Donc c'est pour ça que quand j'entends renonciation aux soins, je trouve que c'est malheur. Ça me met dans une colère très noire, parce qu'on a quand même dû beaucoup subir pendant ce temps-là. Et encore, moi, je me prends beaucoup en charge, ce qui n'est pas le cas de tous les patients. Donc ça a vraiment été une souffrance absolue. Et je ne suis pas certaine que la téléconsultation aurait pu résoudre ce problème. D'accord. C'est hyper intéressant et je pense qu'on aura le témoignage de Pascale Lambrèche plus tard qui, elle, peut-être a une autre vision. Je crois que vous avez essayé la téléconsultation et vous nous en parlerez. En tout cas, on entend que tu as été un peu déçue et un manque de suivi de ton côté. Est-ce que, en tant que patiente Après, Beryl, voilà, il y a quand même une des choses qui se sont enclenchées de manière très positive, c'est-à-dire que le Covid a quand même permis, un enclenchement de la médecine de ville, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Et ce qui va permettre maintenant, vu que la médecine de ville et mon centre de néphrologie se sont rapprochés, de pouvoir continuer les dialyses à domicile avec un abord vasculaire qui n'est pas très conventionnel, notamment avec un cathéter. Donc, je veux dire, après, il y a quand même du positif, et ce que j'en retiens, voilà, c'est que on a découvert quand même une mobilisation et un engagement très fort. Super. Et dans cette même veine positive, du coup, est-ce que tu peux nous parler en 30 secondes, 1 minute des initiatives auxquelles tu as pu prendre part en tant que patiente Oui, donc en fait, moi, ce que j'ai pu constater quand même, c'est que passé la sidération, je pense que pendant une semaine, tout le monde a été un peu sidéré, mais très vite, les savoirs se sont mobilisés via plusieurs projets ou actions. Le premier auquel je pense, qui était déjà enclenché depuis longtemps, c'est le projet AOLI. Donc c'est un projet porté par Igor Thiriez, Lee Antoine, et alors malheureusement le nom de la psychologue m'échappe, qui ont très très vite adapté ce chatbot sur Messenger, qui était à la base fait pour la gestion de l'humeur, a été très très vite adapté pour la gestion du Covid. Et alors je sais plus, je crois qu'il a été sollicité 400 000 fois, me semble-t-il. J'ai vu des chiffres récemment. Donc voilà, donc il y a eu ce premier, je pense que ce projet-là était un des premiers pour jouer sur la gestion de l'humeur des patients chroniques ou des usagers, enfin des citoyens. Ensuite, un projet qui s'est monté, mais alors à vitesse grand V, c'est la ligne C. Cette ligne C a été créée par des patients chroniques, pour des patients chroniques, donc des patients chroniques formés, qui ont mobilisé tous les savoirs possibles. C'est-à-dire que les patients partenaires en santé ont mobilisé des savoirs, bien évidemment, qu'ils avaient acquis pendant leurs études en démocratie en santé ou en éducation thérapeutique ou en gestion de l'écoute, mais aussi sur leur précédente vie. C'est-à-dire qu'on oublie parfois que les patients partenaires n'ont pas toujours été patients partenaires. Et du coup, on s'est retrouvé toute une bande là. Enfin, moi, je gérais le planning parce que j'avais été j'avais bossé en ressources humaines. Enfin, moi, il y a eu tout plein de choses comme ça qui se sont mobilisées. Donc, un très, très beau projet. Et puis, voilà, Delphine, pour laisser la place aux autres aussi, mais je te laisse. Oui, pardon. Et donc, vite fait, des visioconférences aussi à destination des insuffisants rénaux avec Inforin Santé et Rinalou qui ont très, très bien marché aussi. Et dans lesquelles tu as pu t'impliquer, donc. Alors, pas trop. Moi, j'étais dans les organisateurs, mais j'étais en plein l'IEC, donc en fait, du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de m'impliquer là-dedans, mais voilà, j'ai assisté quand même à certaines choses, et puis, clairement, on a assisté vraiment à des choses importantes, la montée en puissance de patients partenaires, voilà, parce qu'animer des groupes, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, voilà. Bon, super.
Eh ben, écoute, je te coupe là pour laisser la place aussi aux autres. En tout cas, merci pour ton retour. On voit beaucoup de bouleversements du coup côté patient avec cette crise et la e-santé qui, pour toi en tout cas, n'a pas été forcément une réponse. Et qu'en est-il maintenant côté professionnel de santé? Je vais passer la parole à Dr Kayette Baudouin, qui est médecin directeur de l'établissement de santé rénal à but non lucratif Calidial en région Rhône-Alpes et qui est très impliqué sur ces enjeux d'expérience patient. Donc, docteur, si vous pouvez nous faire un retour aussi sur votre expérience pendant la crise. Donc, bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire sur une thématique qui est très chère à l'équipe Calidial. Et je suis là en tant qu'effectivement directrice et médecin de Calidial. Calidial, une équipe de professionnels très investis historiquement dans le champ de la maladie rénale chronique. Population fragilisée à haut risque dans cette crise Covid qui a nécessité, je dirais, en urgence la mise en place d'un plan d'action pour essayer de limiter les risques. Nous avons surtout une activité de dialyse, mais aussi une activité à domicile, de dialyse à domicile. Et j'échange souvent avec Delphine, avec qui nous avons beaucoup d'atomes crochus. Et également une activité de prévention de maladies rénales qui va croissante avec environ 2000 patients qui sont suivis en région lyonnaise. Nous sommes également depuis toujours, et j'associe Jean-Pierre Grangier, mon binôme, qui est un cadre infirmier, des pionniers, je crois, modestement, de la télémédecine. Membre de la société SFSD, membre de Formatique Santé, qui a été un ancrage très fort. J'ai vu que Lisette Casadelet était présente. Et nous avons travaillé depuis 20 ans à fabriquer des outils, construire des choses pour suivre nos patients. Mais il faut être clair que la crise Covid a complètement changé la donne. Pourquoi? Parce que on s'est retrouvé dans une situation où finalement le déconfinement des dialysés obligatoire, puisque nos patients devaient venir en séance, puisque la plupart ne sont pas à domicile, nous stressait un maximum. Il a fallu protéger tout le monde, les soignants, les patients bien sûr. On a masqué tout le monde, mais n'empêche que c'était stressant. Donc, notre objectif, c'était de se dire, il faut au maximum rester à domicile, et on a essayé finalement, et tout le monde a pris conscience que les outils qu'on avait mis en place, et nous avons à Calidial développé une application, a construit, il y a une dizaine d'années, co-construit avec Axel Team TMM Software, une application de télésuivi. Donc, tous nos patients dialysés à domicile sont télésuivis avec une application. Ils échangent avec les infirmières. Même chose pour les patients avec insuffisance rénale chronique sévère qui avaient accepté d'être connectés par le passé. Donc, on a quand même une sélection positive de patients qui étaient télésuivis. Donc, on a finalement réalisé, tous pris conscience que le travail qu'on avait fait avant, c'est-à-dire on avait labouré le terrain finalement, avait permis de nous mettre à disposition des outils qui là ont été extrêmement utiles. Et moi, j'ai vu une prise de conscience de nos médecins qui n'étaient pas tous très impliqués, comme le dit Delphine très bien, sur la télémédecine. Là, ils ont réalisé que c'était nécessaire et qu'il fallait les utiliser. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, tu connais l'outil? Oui, je connaissais l'outil. Et c'est vrai que ça a été un enclenchement très, très fort de la part des médecins. Mais pas que. On s'est rendu compte aussi que côté patient, on avait aussi cette satisfaction de pouvoir rester à domicile, que nous disait Delphine, là, très bien, et satisfaction d'être connecté, de pouvoir communiquer. Pour autant, c'est pas le paradis. C'est-à-dire, à Calidial aussi, un de nos savoir-faire historiques, c'est qu'on a travaillé l'éducation thérapeutique. On travaille l'expérience patient avec une petite équipe dynamique, et je salue Stéphanie Spataro ici présente, qui s'est largement impliquée. Et on a voulu, je dirais, le numérique en santé pour nous, ça n'a fonctionné que quand les patients étaient formés et prêts à et à même de repérer les indicateurs intéressants pour leur pathologie. C'est-à-dire, je crois que la e-santé telle qu'on la conçoit, c'est vraiment une évolution de la relation
tant du côté des professionnels, médecins, mais aussi infirmiers. Les infirmiers, je pense qu'il y avait, si, je crois que tout le monde a pris conscience, et puis aussi une évolution une prise de conscience côté patient. Alors, beaucoup de nos patients étaient déjà impliqués et finalement soulagés d'avoir cet outil. Pour ceux qui étaient réticents, on a vu que le téléphone, ça a été l'outil qui nous a rendu service. Et là, je crois qu'il y a eu une belle décision au niveau des services publics d'accepter les téléconsultations par téléphone qui nous ont permis de garder contact avec tous nos patients. Et puis, on a aussi fait un gros travail pour optimiser les téléconsultations, les mettre en place avec les outils régionaux. 30 secondes, Agnès. Pardon, 30 secondes, oui, c'est bon. On a donc utilisé ces outils CISRA avec des process qui satisfassent à la fois les professionnels, mais aussi les patients, leurs aidants, parce que nos patients sont âgés. Je voudrais terminer en disant que nous avons aussi toute une approche expérience patient e-santé que Stéphanie a gérée à Calidial en participant, en contactant elle-même en tant que représentante des usagers, nos patients dialysés et en pouvant leur faire exprimer finalement beaucoup plus de choses que les professionnels de santé ne pouvaient le faire. Et moi, j'ai fait une belle découverte ici et en participant à nombreux webinaires avec des retours d'expérience qui est extrêmement enrichissant. Voilà l'impact de la crise et je pense que l'après-crise sera différent parce qu'il nous faudra, je pense qu'on ne fera plus sans la e-santé et on se rend compte que ce n'est pas l'outil, c'est vraiment l'organisation des soins, mais aussi effectivement le travail que vous faites sur la prise, l'engagement patient. Alors, mes mots ne sont peut-être pas précis sur cette proposition. Super. Merci beaucoup, docteur. Hyper riche comme enseignement et effectivement, l'avenir va sans doute être différent après la crise. Pour finir cette première partie sur les retours terrain, je vais passer la parole à Alexis Vervial, qui est conseiller santé auprès du DG Pôle Plaidoyer de France Asso Santé. Donc, Monsieur Vervial, j'imagine que vous avez recueilli chez France Asso Santé beaucoup de retours, tant sur des patients que des associations de patients. Et je sais que vous avez aussi développé des initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, merci pour l'invitation. Alors, en fait, oui, je voudrais commencer mon propos par dire que nous, on a beaucoup constaté que, comme l'a dit Delphine, il y a eu parfois des ruptures dans la continuité des soins et que ces ruptures n'étaient pas forcément liées qu'aux patients. On entend beaucoup le discours. Les patients ont eu peur d'aller consulter, mais il y a aussi eu des déprogrammations un petit peu brutales et des ruptures dans la continuité des soins liées aux professionnels de santé qui étaient aussi eux-mêmes dans un état de sidération face à la crise. Ça, c'est mon premier point, de dire que les malades chroniques ont eu parfois ce sentiment d'isolement, comme l'a très bien exprimé Delphine pour sa propre situation. Alors, pour aller positivement sur la e-santé, parce qu'on va être positif quand même, sur la téléconsultation, ce qu'on a constaté et ce qui est plutôt un bon point, plutôt inattendu, c'est qu'on a l'impression que ça dure plutôt plus longtemps que la consultation physique et que finalement, la téléconsultation impose une sorte d'écoute entre le praticien et son patient. En fait, ça impose du fait de la distance une sorte d'ambiance d'écoute et une nouvelle relation. Et du coup, il y a plus de temps pour l'écoute dans une relation à distance et donc les consultations durent plus longtemps. Donc ça, c'est un premier point qu'on n'avait pas forcément identifié sur le numérique en santé. Donc ça, c'est un bon point. Si globalement le numérique il peut entraîner plus d'écoute, on aura gagné une partie du pari. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est de dire, et ça aussi, on ne l'avait pas forcément identifié, finalement, quand vous allez physiquement chez un médecin ou chez un professionnel de santé, vous êtes chez lui, vous êtes dans son cabinet, vous êtes dans son établissement. Et finalement, là, la téléconsultation, chacun est chez soi et peut-être que ça participe à un rééquilibrage de la relation soignant-soigné. En tous les cas, une baisse de la symétrie, pour utiliser un terme qu'on connaît bien dans la défense des droits des patients. En tous les cas, le chacun chez soi
finalement, on est peut-être un peu plus sur un rapport plus équilibré dans la relation de soins. Ça, c'est mes deux points positifs. Et je terminerai en fait pour laisser la place à plus de monde. Nous, à France Asso aussi, on a été un petit peu surpris par l'ampleur de la crise. On s'est assez rapidement ressaisi en proposant des nouveaux dispositifs. Je pense notamment à une foire aux questions. Finalement, pour les malades, on a fait les questions les plus classiques et les plus importantes sur la prise en charge, sur qu'est-ce que ça change au niveau de mon remboursement des soins, comment se marche une téléconsulte. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. On a fait un recensement finalement des questions dans une foire aux questions sur le site de France Asso. J'ai vu que le site d'Osiris d'ailleurs avait recensé ça aussi. On a fait un recensement des lignes téléphoniques par pathologie en disant voilà, il y a plein d'assos qui font plein de choses pour les malades et donc on recense finalement tout ce qui est fait en matière d'écoute et de soutien psychologique. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a fait. On a fait comme vous, et je confirme que c'est dur à organiser des webinaires grand public pour donner de l'information grand public à nos associations, mais bien plus largement aux citoyens, pour donner des informations qualifiées et scientifiques sur les traitements, sur l'impact psychologique du confinement, sur le déconfinement, ce que ça implique. Et mon dernier point, c'est qu'on est en train de lancer là une énorme enquête qui s'appelle Vivre Covid pour étudier avec un comité scientifique finalement l'impact de la maladie et l'impact du Covid sur le vécu sur les maladies chroniques. Voilà, donc je ne sais pas, je pense que j'ai mis 2 ou 3 minutes de moins, mais c'est pas grave, ça laisse le temps à tout le monde. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Super. Merci beaucoup, Monsieur Vervial. Très intéressant. Donc, on conclut cette partie retour sur l'expérience du terrain. Vous voyez que déjà, avec seulement 3 témoignages, on a des avis qui peuvent diverger un petit peu, beaucoup de positifs qui sortent de la e-santé et comment les patients sont mieux impliqués ou comment il y a un rééquilibrage de la relation patient-professionnel de santé. Mais il y a aussi des limites. Donc, c'est très riche. On va passer à la deuxième partie et après ça, on aura une phase de questions-réponses. Ne vous inquiétez pas pour les participants. On va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, dans cette deuxième partie, on va écouter maintenant les acteurs de la e-santé qui ont été au cœur de ce virage numérique, de ce chamboulement, qui ont été très sollicités, qui ont dû s'adapter en urgence très rapidement. Et on va leur demander du coup quelles solutions ils ont pu mettre en œuvre et puis quelle a été la place de la co-construction avec les usagers de santé dans les solutions qu'ils ont développées, sachant qu'il y avait un contexte d'urgence, donc ça n'a pas forcément été simple. Voilà, donc je vais passer la parole à Julia Ocar, qui est directrice marketing de Maëla. Maëla est une solution de suivi médical connecté pour préparer la prise en charge et sécuriser le retour à domicile. Donc, j'imagine que vous avez été très sollicité pendant la crise, que vous avez développé des solutions nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et aussi partager avec nous la place de la co-construction avec les usagers dans ces nouvelles initiatives que vous avez pu mettre en place? Oui, alors bonjour à tous. Je rebondis un petit peu sur les propos précédents de Alexis Vervial. La téléconsultation, le télésuivi, la télésurveillance, enfin tout acte de e-santé ou télémédecine, il y a aussi un point très intéressant sur le fait que le patient est à domicile, c'est qu'il est vraiment dans sa vie pratique à lui. Et il y a beaucoup de questions qui, quand on arrive en consultation chez le médecin, on oublie parce qu'on n'est plus dans notre environnement. Et souvent, quand on est dans un cadre de téléconsultation, on se dit « Ah oui, j'ai vécu ça aujourd'hui, c'était compliqué, c'était pas pratique de par ma maladie chronique, comme de par mon état de santé lié au Covid. » Et tout de suite, avec cette présence dans son lieu de vie, on est beaucoup plus peut-être facilement à l'aise à en parler, alors que ça peut être de l'intimité ou du quotidien assez simple. Et la présence la possibilité d'une téléconsultation avec un professionnel de santé à son domicile permet de répondre à pas mal de questions, que ce soit les gestes barrières ou d'autres choses qu'on a un petit peu oublié parce qu'on a un temps imparti en consultation dans le cabinet du médecin ou d'un professionnel de santé et qu'on aura oublié, en tout cas mis de côté toutes ces questions parce qu'on n'avait pas voulu bousculer en pensant d'être un peu délicat ou
ou désagréable à poser ce genre de questions. Donc, je rebondis sur les propos précédents. Et donc, du coup, pour répondre à votre question, alors oui, nous, chez Maëla, donc ça fait 5 ans qu'on existe, on a une société qui a été créée par des médecins dans un constat de dire que les parcours patients deviennent de plus en plus courts à l'hôpital de par des contraintes gouvernementales et budgétaires, il faut aussi se le dire. Pour autant, le lien avec le patient doit être encore gardé le plus longtemps possible et être amélioré. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on n'est pas obligé de s'entendre et de se suivre. Et donc, du coup, nous, Maëla, on met en place des solutions d'accompagnement pour la préparation à l'hospitalisation et surtout la sécurisation du retour à domicile, à la base en chirurgie, en ambulatoire pour les maladies chroniques. Et dans le cadre du Covid, on nous a tous, beaucoup d'établissements de santé sont venus vers nous en se demandant comment on pouvait les aider. Alors, c'était assez simple, hein. Maëla, on est un moteur de protocole. C'est-à-dire que chaque professionnel de santé peut créer son propre protocole de A à Z. On propose également des protocoles en fonction des recommandations de la HS sur différentes interventions et thérapies. La HS avait proposé quelques éléments dans le cadre du Covid. Donc, on a proposé une base et cette base a été reprise par tous les établissements de santé avec lesquels on a travaillé et reprise sur plusieurs temps. Et alors, pas que par les professionnels de santé, mais également par les patients. À chaque fois qu'on avait un patient au bout du fil, de par les téléconsultations ou également de par des retours par message, les patients pouvaient nous dire j'avais une question par rapport à ce geste-là, je vis avec une personne autre qui n'a pas contracté le Covid, comment faire en sorte de la protéger, vraiment dans cette optique de quotidien qui n'était pas forcément très poussé à la base dans les questionnaires qui avaient été proposés par les professionnels de santé, qui étaient beaucoup plus de l'analyse de symptômes, hein, la toux, la perte de goût, d'odorat, des choses très médicales. Pour autant, le quotidien n'avait pas forcément été tout de suite observé ou poussé de ce côté-là. Comment on a aidé les professionnels de santé et les patients? C'était en mettant en place graphiquement nos solutions pour suivre l'état de santé des patients, soit qui passaient par les urgences des établissements de santé, soit qui sortaient d'hospitalisation. L'idée, c'était d'offrir un suivi pendant une quinzaine de jours avec des questionnaires quotidiens et des temps de consultation, de téléconsultation. Il faut reste 1 minute. Et professionnels de santé, donc infirmiers et médecins. Voilà, donc on a des retours assez positifs de patients qui étaient soulagés de pouvoir se dire exactement comme Delphine l'évoquait et Madame Cayette-Baudouin, de se dire on ne peut pas venir à l'hôpital. Parce que le problème, c'était ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'établissements de santé qui étaient fermés par le plan blanc en disant voilà, c'est de la non-urgence, on bloque l'accès, entre guillemets. Pour autant, des patients qui se retrouvaient toujours dans le cas de maladie, besoin de suivre une thérapie. Et du coup, grâce à ce genre d'application, alors une téléconsultation n'est pas quelque chose final, c'est une étape dans un parcours de soins. C'est comme une consultation, c'est quelque chose qui a été évoqué, c'est quelque chose qui a été présenté aux patients de par plusieurs professionnels de santé. Pour autant, ces téléconsultations dans le cadre du Covid et ce télésuivi a permis d'enlever un peu une partie angoissante de non-réponse et de non-prise en charge. Pour autant, on n'a pas forcément tout résolu. Il y a des choses, voilà, quand on a besoin de soins physiques, je suis d'accord avec vous que la télémédecine ne répond pas à tout. D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit quand même que vous avez réussi à impliquer d'une manière ou d'une autre les patients avec des questionnaires, etc. Donc, bravo pour vos initiatives déjà. Et puis, je vais passer la parole maintenant à Baptiste Truchot. Baptiste, vous êtes fondateur et CEO de OmniDoc et vous avez développé pendant la crise en co-création avec d'autres acteurs de la santé NeuroCovid, qui est un réseau de téléexpertise neurologique à but non lucratif. Donc là, c'est une solution qui va venir en aide aux professionnels de santé. Je vais vous demander du coup de la présenter et puis de nous dire dans quelle mesure vous avez réussi à impliquer ces usagers, les professionnels de santé, dans la création de cette solution. D'accord, merci beaucoup. Donc, en effet, je suis le président d'OmniDoc, qui est le premier acteur de la téléexpertise en France. Et je vais faire un retour d'expérience sur les réseaux de téléexpertise qui se sont développés dans le contexte de l'épidémie, et en particulier NeuroCovid, qui est donc un réseau de téléexpertise en
neuroréanimation, qui est porté par la collégiale des neurologues d'Île-de-France et la start-up AI Intense. Mais un petit peu de contexte d'abord. Donc, la téléexpertise, c'est un échange d'avis entre médecins. Donc, ça a toujours existé, mais c'est depuis peu un acte médical à part entière, encadré, rémunéré. Et on a créé OmniDoc début 2019 pour permettre à tous les médecins de réaliser facilement des téléexpertises dans les conditions de sécurité et de traçabilité de l'assurance maladie et en étant rémunérés lorsque c'est possible. Et il y avait deux types d'usages principaux avant la crise sur OmniDoc. C'était des échanges entre médecins correspondants libéraux, donc un médecin généraliste va écrire à son correspondant dermato, cardio, etc. Ou des téléexpertises ville-hôpital. Donc il y a un certain nombre de services hospitaliers qui utilisent OmniDoc pour répondre aux demandes d'avis des médecins libéraux du bassin. Ces deux usages se sont taris avec la crise, que les spécialistes ont fermé leur cabinet et puis les hôpitaux se sont recentrés sur l'activité Covid. À l'inverse, il y a eu un certain nombre de réseaux de téléexpertise qui se sont développés pour apporter des réponses dans le contexte de l'épidémie. Et c'est le cas de NeuroCovid. Donc, ça a commencé début mars lorsque la collégiale des neurologues d'Île-de-France et AI Intense sont venus nous voir pour mettre en place ce système d'astreinte en neurologie. Les patients cibles étaient les patients avec une pathologie neurologique qui était une conséquence du Covid ou les patients qui avaient une pathologie neurologique aiguë ou chronique, mais dont la prise en charge dans le contexte du Covid était remise en question. Et donc, on a créé ce réseau qui rassemble une centaine de médecins neurologues dans une dizaine de spécialités. Et ces médecins se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre rapidement aux demandes d'avis. Ces demandes d'avis peuvent venir de tous les médecins hospitaliers qui peuvent facilement se connecter à OmniDoc et solliciter l'avis du réseau NeuroCovid. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait en quelques jours, on a pu construire ce réseau en quelques jours et ça n'aurait pas été possible dans un contexte autre que celui du Covid. D'abord parce qu'il a fallu mobiliser une centaine de médecins neurologues d'établissements différents, les pousser à s'organiser, à prendre en main rapidement la plateforme. Ensuite, on a obtenu le soutien et le relais de l'ARS Île-de-France, qui aurait été beaucoup plus long à obtenir dans un contexte différent. Et puis, sur la solution technique elle-même, on a dû très rapidement s'adapter pour permettre le développement de l'usage spécifique. Donc, quand ils sont venus nous voir, les neurologues, ils souhaitaient pouvoir avoir une expertise croisée entre des médecins réanimateurs et des médecins neurologues pour répondre aux sollicitations. Nous, on avait toujours fait des téléexpertises entre un médecin qui demande et un médecin qui répond. Donc, on a dû faire évoluer rapidement la solution pour permettre ces échanges plusieurs experts. Puis, on a lancé en quelques jours la solution. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses à faire évoluer. Donc, les réanimateurs, pour répondre en urgence, ils ont besoin d'être alertés par SMS et pas juste par email parce qu'ils ne regardent pas les emails pendant leur journée. Donc, on a permis ce type d'alerte. L'ARS a souhaité alerter permettre que les infirmiers puissent envoyer des demandes parce qu'ils ont voulu diffuser auprès des EHPAD d'Île-de-France la solution. Et ce sont les infirmiers qui sont présents et qui ont la possibilité d'envoyer des demandes en collaboration avec les médecins traitants. Donc, pareil, on a travaillé en urgence à permettre à ce type d'acteurs d'accéder à la plateforme et d'envoyer des demandes. Donc, au final, on a réussi du coup en quelques jours à lancer ce projet. Il y a eu au cœur de l'épidémie une dizaine de téléexpertises par jour, de demandes par jour. Et ça diminue là progressivement à mesure que le nombre de patients en réanimation diminue. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu moins de demandes pour des pathologies neurologiques non liées au Covid que prévu, notamment. Très bien, ouais. Notamment parce que d'abord la charge, la vague a peut-être été moins importante que ce qu'on a pu craindre, et puis parce que il y a eu beaucoup moins de pathologies neurologiques aiguës pendant le confinement. Il y a eu moins d'AVC, etc. Ce qui est probablement un effet secondaire du confinement. En revanche, il y a eu plus de demandes que prévu pour des patients post-réanimation qui se réveillaient avec des séquelles neurologiques et pour lesquels les services qui s'occupaient de ces patients avaient besoin de solliciter un avis.
Mais globalement, donc une expérience très positive. Et du coup, la question aujourd'hui, c'est comment pérenniser ces progrès. Donc, c'est une discussion avec les neurologues, AI Intense, l'ARS, et il y a un certain nombre de questions qui se posent parce que c'est quelque chose de très inhabituel, cette collaboration entre des médecins d'hôpitaux différents. Et donc, on verra si on arrive à pérenniser cette avancée. Merci beaucoup, Monsieur Truchot. Encore une fois, très intéressant, et on voit qu'il y a eu une vraie place à la collaboration entre différents acteurs, y compris en e-santé. Et puis, je retiens aussi quelque chose qui est que la e-santé, ça vous permet d'avoir quand même des données sur ce qui s'est passé, le nombre de téléconsultations, etc. Et c'est un apport nouveau aussi de ce point de vue-là. Maintenant, je vais passer la parole à Aviva Weiler, directrice commerciale de Liberos, qui est une plateforme qui aide la préparation de la prise en charge à domicile. Donc, pareil, on imagine que vous avez été très sollicité pendant la crise. Et ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous avez toujours placé l'humain au cœur de votre solution, qui est une solution de e-santé. Donc, ce serait intéressant que vous nous en disiez plus et que vous nous parliez de ce que vous avez pu faire pendant la crise. Merci Beryl, bonjour à tous. Donc je vais vous expliquer juste en quelques chiffres clés ce qu'est Libero. Donc Libero a été créé en mai 2017, cofondé par une infirmière qui a exercé à l'hôpital et en ville dans l'optique d'optimiser la prise en charge des soins à domicile pour les patients. Voilà, c'est pas toujours simple comme on le sait, comme l'ont dit d'autres intervenants, le lien entre l'hôpital et la ville. Donc aujourd'hui, chez Libero, on a organisé des dizaines de milliers de prises en charge de patients à domicile en s'appuyant notamment sur 3 piliers clés qui sont à la fois nos coordinateurs de soins en interne qui sont de formation paramédicale, nos outils digitaux qui permettent aux patients de prendre des rendez-vous et d'avoir des infirmiers ou des sages-femmes ou des kinés qui viennent à domicile. On a une communauté de plus de 12 000 professionnels de santé qui interviennent sur tout le territoire national à domicile. Et en fait, on a aussi construit des partenariats avec des partenaires de santé de type matériel médical ou service à la personne pour permettre en fait une prise en charge globale de ces patients à domicile. Aujourd'hui, notre focus chez Libero, c'est de mobiliser toutes nos ressources, qu'elles soient digitales et humaines, pour le parcours patient. Et effectivement, dans le cadre de la crise, on a vu on a été très mobilisés de par notamment la communauté d'infirmiers libéraux que l'on a. Et je vais juste vous donner aussi quelques chiffres clés de ce que l'on a pu observer sur notre plateforme et sur les demandes de prise de rendez-vous à domicile des patients. Donc, en fait, la crise a vraiment eu un impact clé puisqu'on a vu déjà une augmentation de 30% des demandes de soins à domicile, puisque tous les patients étaient majoritairement confinés. Et on a surtout vu aussi des chiffres assez intéressants sur une augmentation très nette des prises de sang à domicile, puisque les patients ne souhaitaient plus se déplacer en laboratoire. Donc, en accédant finalement à notre outil, ils ont pu réaliser des prises de sang à domicile, des vaccins à domicile, des prélèvements à domicile, dans des augmentations, on parle de plus de 300% ou plus 1000% de demandes sur ce type de soins. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que ce type de plateforme a permis quand même aux patients d'organiser plus simplement leur santé à domicile plutôt que de se déplacer quand, en tout cas, ils avaient peur de se déplacer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup, via notre communauté de professionnels de santé et notamment infirmiers, on a pu les interroger pour savoir comment avait évolué la prise en charge de leurs patients, comment ils s'organisaient entre le domicile et à distance. Et du coup, en fait, ces différents retours nous ont permis de faire un certain nombre de développements sur notre produit. Donc déjà, par exemple, on a créé des nouveaux types de soins au sein de notre plateforme, donc les tests PCR, les télésuivis Covid, puisqu'il y a eu des nouveaux actes qui ont été permis, qui ont été actés dans la nomenclature pour que les infirmiers puissent prendre en charge des patients à distance, donc ce qui est le télésuivi Covid ou du suivi à domicile Covid. Donc tous ces nouveaux actes, en fait, on les a intégrés dans notre plateforme pour que les patients puissent prendre rendez-vous plus facilement sur ces soins spécifiques. De la même manière, on a permis aussi aux patients de bien préciser s'il était atteint du Covid ou non, puisque comme vous l'avez vu,
Il y avait beaucoup de problématiques autour des masques, autour des équipements de protection individuelle pour les infirmiers notamment. Et du coup, c'était d'autant plus important de permettre ça pour que les infirmiers, de leur côté, soient aussi bien préparés à avoir tous les équipements nécessaires lorsqu'ils venaient voir le patient. Et c'est vrai que ça, le digital a permis en fait de bien qualifier toutes les demandes pour que les professionnels de santé arrivent et sachent dans quelles conditions ils arrivent à domicile. Pardon ? 10 minutes pour information. Oui, très bien. On a aussi créé en fait la possibilité d'avoir un télésuivi, un suivi vidéo par l'application mobile pour permettre à nos professionnels de santé de prendre des rendez-vous et des suivis à distance. Et enfin, en fait, pour être vraiment dans la collaboration, on a entendu beaucoup de collaborations multiples qui se sont accélérées. Donc nous, on a de la même manière accéléré des collaborations avec des acteurs publics ou privés. Dans le public, on a pu accompagner en fait cette coordination et ce retour à domicile pour les patients, pour la prise en charge des soins à domicile, de matériel médical, d'aide à la personne, notamment pour les patients qui sortaient d'hospitalisation Covid, donc qui avaient besoin de plusieurs services. Et donc nous, on est venu apporter ce service-là aux hôpitaux pour les aider dans cette crise à gérer ces sorties d'hospitalisation et leur libérer du temps. Donc grâce au digital et à nos coordinateurs de soins. Et ensuite, on a pu faire des alliances avec d'autres solutions technologiques, notamment pour compléter, en fait, grâce à nos ressources, que ce soit digitales ou humaines, nos coordinateurs de soins ou notre réseau, compléter des solutions de suivi à distance, plutôt par des protocoles ou des questionnaires. Voilà, donc voilà un peu en quelques points clés notre expérience dans le cadre de la crise. Merci beaucoup et bravo pour toutes ces initiatives aussi. Bravo à tous les acteurs de la e-santé qui ont pu s'adapter et proposer des solutions nouvelles pour des nouveaux besoins. Ça vient clôturer la partie 2, retour terrain et retour des acteurs de la e-santé. On a vu beaucoup de choses positives qui se sont mises en place, aussi certaines limites, et ça va être le sujet de la partie 3, creuser ces bonnes pratiques et aussi ces limites et craintes pour l'avenir. Mais avant ça, on va passer sur une phase de questions-réponses. Donc Léa, on va se donner 10 minutes pour cette phase-là. Je te laisse prendre la parole et peut-être commencer par une ou deux questions. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup d'échanges sur le chat, les intervenants discutent avec les participants, etc. Donc, juste pour exemple, on a une question de Monsieur Aberkan qui se demandait quid de la e-santé et du domicile pour la confidentialité. Le docteur Cayette-Baudouin lui a répondu quasiment immédiatement, donc, en disant qu'effectivement, les outils de la télémédecine doivent respecter la confidentialité et qu'ils sont assez nombreux à être conformes. Et donc, au docteur Cayette-Baudouin, j'avais envie un petit peu de rebondir sur cette question-là et vous demander justement quels étaient les outils que vous utilisez et pour lesquels vous avez eu de bons retours sur cette question-là de la confidentialité. Alors, effectivement, les outils sont nombreux, sont très nombreux sur le marché et à Calidial, on réfléchit au-delà, on a réfléchi à tester des outils et à regarder comment ils pouvaient être pris en main tant par les professionnels, pas toujours, je dirais, le médecin, il est quand même un peu réticent à changer sa pratique, hein, faut être très clair, que par les patients avec des problématiques de connexion. Donc, on a, nous, testé pendant la crise, on a choisi de tester les outils qu'on avait repérés comme pouvant être utilisables. Alors, bien sûr, les outils de la région hein, qui sont performants, hein, les outils du GCS SARA, CISRA, mais aussi les outils qui sont adossés de téléconsultation, adossés à notre outil de télésurveillance, TMM Software. On a aussi choisi de tester NES, et puis Doctolib. Mais je crois qu'il ne faut pas, ça veut dire qu'il y a une vraie palette d'outils et on se rend compte en fait que ces outils ils génèrent des complexités à la fois côté médical et l'idée
c'est qu'à un moment, que dans un établissement de santé ou dans un cabinet, il faut choisir un outil et s'y tenir et que tout le monde l'utilise, si on est plusieurs, avec le même process, de façon à ce que dans l'équipe, tout le monde puisse avoir ses repères. Et là, la crise nous a permis de travailler du collectif, si vous voulez. On est sur nos workflows de téléconsultation, de traçabilité, de repérage, puisque ces factures, une téléconsulte, elle est facturée au patient, mais aussi le médecin doit la facturer. Donc, si on n'est pas en libéral, si on est en établissement, quelque part, il faut que le process soit calé de façon à ce que les facturations, la valorisation soit générée. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, côté patient, on s'est rendu compte vite que les outils, quand vous devez rentrer un code à 10 chiffres qui vous est envoyé par SMS, c'est pas facile. Donc là, il y a vraiment c'est Jean-Pierre Grangier chez nous qui a travaillé là-dessus et il s'est rendu compte que pour faire de la téléconsulte à domicile dans le cadre qui est établi, eh bien, le bon vieux téléphone avait vraiment, vraiment du bien et que les connexions informatiques déjà nécessitaient souvent le recours aux aidants et des aidants. Alors, ils ont été très présents. Nous, on a vu quelque chose d'intéressant, c'est qu'au début, finalement, les connexions étaient difficiles et en fin de confinement, tous nos patients, même les non connectés du début, étaient devenus connectés. Donc, ça, c'est un point intéressant. Et puis, ce que je voulais dire, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je crois vraiment que la téléconsultation, c'est bien, mais ça nécessite, je l'ai dit, il faut que le patient puisse repérer ses symptômes et sinon, ça ne peut pas être une solution, je dirais, pérenne. Alors, dans le champ de la maladie rénale surtout, parce qu'on a des patients qui sont souvent anuriques, qui n'urinent plus ou qui urinent peu, qui se mettent en surcharge hydrique. Donc, il faut, nos médecins ont pensé maintenant une organisation avec les patients, avec des visites sur site pour caler les situations. Donc, je crois qu'il faut penser la téléconsultation en complémentarité avec les consultations présentielles. Et maintenant, on est en train d'imaginer des plannings de consultation classiques avec des téléconsultations pour les patients qui vont bien. C'est juste de la consultation de suivi. Il y a de l'échange, du temps de parole, comme ça a été dit, mais aussi des consultations présentielles pour pouvoir bénéficier de l'examen clinique lorsqu'il est nécessaire. Donc, la crise Covid nous fait redécouvrir ça. J'avais repéré que Nathalie Salle le mettait en œuvre dans le cadre de la gériatrie. Mais nous, ça y est, on l'a accepté au niveau de notre… et on est en train de le mettre en place. Je voulais juste rebondir vite fait, effectivement, Agnès, il faut vraiment penser que la téléconsultation, ça permet quand même de réduire la charge morale des patients chroniques. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que on sait, au bout d'un certain temps, via l'étude Compare, par exemple, que le burn-out lié à la maladie est une vraie réalité et conduit là, pour le coup, à une véritable renonciation aux soins. Moi, je crois que c'est super important, ça, effectivement, que ce soit dit et que ce soit compris du monde de la santé parce que les professionnels de santé ne se rendent pas toujours compte du coût que représente la venue dans un établissement de santé pour une consultation, le stress que ça génère. Ils s'en rendent un petit peu compte puisqu'on sait qu'une mesure de tension artérielle au cabinet n'a plus de valeur. Pourquoi elle n'a pas de valeur? C'est parce que souvent elle est faussée par la génération du stress lié à la consultation. Donc je crois que ça c'est un point extrêmement important et moi je crois qu'il faut penser le système de demain avec de la téléconsultation à domicile tant que possible. Mais à un moment, la rencontre et l'examen clinique doivent revenir pour des phases courtes, quitte à restabiliser et repartir. Alors, dans le champ de la maladie cardiovasculaire lourde, dans d'autres pathologies, je m'exprime pour le champ qui est le mien, maladie cardiovasculaire métabolique complexe. Il y a aussi, c'est tout à fait vrai. Et en fait, pour expliquer aussi le développement de cette téléconsultation, en début d'année, il y a eu un nouvel acte pour les infirmiers libéraux qui correspond à aide à la téléconsultation, donc qui est un acte cotable. Et donc, les infirmiers qui suivent notamment des patients à risque ou dépendants peuvent coter un acte d'aide à la téléconsultation pour notamment prendre les constantes pour le médecin qui est à distance. Et ça, c'est aussi nouveau depuis ce début d'année. Ça devrait permettre à ces patients-là de faire cette consultation plus simplement à distance et de le développer. Mais encore faut-il qu'il y ait
la pratique aussi qui soit acceptée par les infirmiers libéraux et qu'ils s'habituent en fait à faire ces différents actes d'aide à la téléconsultation. Avec les bons outils. Et nous, effectivement, on essaye d'aller de travailler avec cette ressource, puisque nos patients en dialyse à domicile, notamment dialyse péritonéale, sont pour certains très âgés, mais ils ont des infirmières libérales à domicile. Et ce que vous dites, effectivement, est extrêmement pertinent. Cet acte de télésoin, qui maintenant est remboursé, peut être un levier important pour le développement de la téléconsultation dès lors que l'organisation, les process sont pris en main par tous les acteurs. Merci à tous pour ces échanges. Je voulais juste notifier un commentaire aussi qui est arrivé dans la boîte à commentaires, qui est très, très important, il me semble aussi, concernant cette question de la confidentialité, à savoir que ça rend, notamment pour les patients les plus âgés, ça les rend dépendants effectivement de leurs aidants, et donc ça limite aussi la confidentialité de ce côté-là. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à noter. Voilà, simplement pour cette partie-là des questions, on va s'en arrêter là afin de laisser continuer le webinaire, et puis on reprendra des questions pour la fin. Ça marche. Merci Léa. Vous inquiétez pas, on a encore une phase de questions à la fin du webinaire, mais on veut aussi s'assurer que les prochains intervenants aient assez de temps de parole. Donc, on va passer à la dernière partie de ce webinaire qui est comment envisager l'avenir, comment capitaliser sur les bonnes pratiques et puis peut-être mettre en avant aussi les limites de ces systèmes qui se développent de plus en plus digitalisés ou des nouveaux enjeux auxquels on va avoir à faire face. Et donc, pour commencer, je vais passer la parole à Pascale Lambrèche, qui est depuis la Bretagne avec nous aujourd'hui, ou Normandie, je crois. Bretagne, je crois. Qui est patiente chronique et qui est aussi patiente partenaire. Du coup, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous donniez votre retour en tant que patiente et peut-être que vous avez pu voir en e-santé qui a permis plus d'implication des patients ou alors, à l'inverse, des freins dans cette démarche de co-construction. Bonjour. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui m'interpelle. On est dans une région, je suis dans le nord du Finistère, c'est très rural. L'accès aux soins, il est un petit peu disséminé. Sur cette crise du Covid, moi j'ai observé de la part des professionnels en libéral autour de moi une réelle implication, une volonté d'essayer des outils, de se les approprier. Et cette étape, elle s'est créée aussi, on l'a co-construite. Ça a été très intéressant. On a testé des outils ensemble. Donc moi, en tant que patiente, on a testé différents logiciels de visio-consultation. On a fait des retours, on en a discuté, on a essayé d'évaluer qu'est-ce qui pouvait être le plus accessible pour pas se retrouver avec une population avec effectivement une difficulté d'accès. Il fallait que ce soit simple, convivial, qu'on arrive quand même à échanger. Et par contre, au niveau de mon suivi hospitalier, là, j'avoue que peut-être que c'est des choses qui vont évoluer, mais il y a un grand blanc. Je n'ai pas encore eu accès à une reconduction de mes soins. Tout a été mis en suspens pour l'instant. Donc voilà, c'est un chantier qui est en construction. Ce que j'observe aussi au niveau des libéraux autour de moi, c'est une volonté d'aller vers la population. Pour l'instant, on est dans la construction d'une webconférence pour la semaine prochaine, pour reprendre aussi contact avec les usagers, les patients, les aidants du territoire. Et donc, c'est une initiative qui donne l'occasion d'une unification. Je trouve ça très intéressant on construit ça avec des patients, avec les professionnels libéraux et ben là, on a invité les hospitaliers aussi. Donc, on va proposer des expertises pour la population, pour pouvoir répondre aux questions, pour savoir comment vivre maintenant, qu'est-ce qui se passe sur notre territoire, et le cibler de façon très personnalisée, puisque ce qui se passe comme initiative dans un autre département ne va pas être la même que sur le territoire même. Et là, la transition avec le numérique et l'implication des patients est intéressante. Et je trouve qu'elle donne lieu à
une prise en compte du fait que pour toucher le public, et ben, pour aller au plus près des interrogations, il fallait les recenser, il fallait demander qu'est-ce qui interpelle, de quoi on a besoin en fait, pour pouvoir assurer cette continuité des soins et lever des inquiétudes, lever des doutes, réussir à aborder cette transition. La co-construction à ce moment-là est intéressante. Voilà, beaucoup de choses ont déjà été dites effectivement précédemment, donc je resterai disponible pour des questions. Très bien, ben, merci beaucoup. Super témoignage. Et puis on entend qu'il y a donc des nouvelles collaborations qui se sont mises en place pour plus de personnalisation peut-être de l'approche aux soins et puis notamment sur le territoire. Ce qui est intéressant dans votre témoignage aussi, c'est que vous parlez de votre région et du fait que l'accès aux soins n'est pas forcément évident. Il y a aussi un enjeu d'accès au numérique dans certaines régions, avec des régions qui sont dans des déserts médicaux, avec aussi des personnes âgées qui sont peu familiers avec ces outils digitaux. Vous en parliez aussi, Dr Cayette Baudouin, le besoin d'avoir l'aide des aidants. Et donc, ça m'invite à interroger maintenant Laurent Laluc, qui est directeur délégué du centre hospitalier Rocher-l'Argentière en Ardèche, qui va intervenir en binôme avec Mathilde Dupré, qui est chef de projet pour les réseaux pour l'inclusion numérique à Inora. Et vous allez sans doute pouvoir nous donner quelques éléments de réponse sur ces thématiques d'inclusion numérique et de formation au numérique. Je vous laisse la parole. Très bien. Du coup, c'est moi qui commence. Merci beaucoup, Beryl. Alors, juste pour avoir une toute petite définition, puisque le secteur de la médiation numérique et le secteur de la santé ne se connaissent pas forcément très, très bien. La médiation numérique, c'est des lieux ou des personnes qui peuvent accompagner les citoyens dans leurs usages des outils numériques et qui sont dispersés un petit peu partout en France, donc dans des médiathèques, des centres sociaux ou encore des espaces publics numériques. Donc, voilà, on vous invite à faire un petit pas de côté, du coup, parce que moi, je ne suis pas du secteur de la santé, en vous donnant un chiffre qui est le 17% des Français qui se trouvent en situation d'électronisme. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les outils numériques et qu'ils ne savent pas du tout les utiliser. Je pense qu'autour de cette visio, on est plusieurs à avoir déjà galéré pour se connecter à une visioconférence ou à faire une démarche en ligne. Comme la carte grise, c'est un peu l'exemple type. Et on se trouve un peu dans une dématérialisation à marche forcée et qui n'est pas forcément conçue par et pour les usagers. Donc, il y a ces profils-là, mais il y a aussi des personnes qui ne maîtrisent ni le clavier ni la souris. Et donc, juste pour noter, il s'agit des personnes âgées, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ne maîtrisent pas tous ces outils numériques et aussi beaucoup de personnes en difficulté sociale. Voilà, donc ce n'est pas uniquement les personnes âgées qui le sont aussi, mais pas uniquement. Et donc, comment on arrive à parler de numérique, et donc dans ce cas précis, le numérique en santé, c'est comment est-ce qu'on arrive à intégrer, ou en tout cas à avoir une attention pour ces 17% de la population, c'est-à-dire par des outils qui sont adaptés. On a vu qu'il en existait et même qu'il en existait beaucoup. Donc, le GCS Sarah a été évoqué, mais il y a aussi des accompagnements vers ces outils et ces usages. Et comme le disait le docteur Cayette juste avant, voilà, on s'aperçoit que si on accompagne ces publics sur plusieurs temps, il y a une possible montée en compétence de ces publics-là et aussi des professionnels de santé. Parce que du coup, lors de la crise du Covid-19, la plupart des espaces publics numériques ont été fermés, puisque c'était des lieux d'accueil physique. Et donc, les acteurs de la médiation numérique se sont mobilisés, en fait, pour monter une plateforme téléphonique qui s'appelle Solidarité numérique, pour accompagner à distance et par téléphone sur les démarches en ligne, ce qui n'était pas chose facile, je peux vous le dire. Et donc, sur la période, on a eu environ 13 000 appels reçus. Et donc, forcément, il y en avait qui concernaient la santé. Et on s'est aperçu que c'était tant des professionnels de santé que des patients. Et sur diverses questions, alors beaucoup au début de la crise sur quels outils mettre en place et comment les utiliser pour la partie professionnelle de santé.
Pour la partie plutôt citoyen-patient, c'était quels accès, et puis surtout, je n'ai pas accès à Internet ou je n'ai pas de tablette, comment est-ce que je peux soit m'en procurer ou en tout cas ne pas avoir de rupture dans mes soins. Il y a aussi, on parlait du nombre d'outils qui est très très nombreux, il y a aussi le nombre d'informations, qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, mais encore faut-il s'y retrouver, donc toute cette jungle d'informations, beaucoup de questions là-dessus, et également sur installer Skype ou une solution de visio, mais en tout cas pour parler avec ses proches qui sont parfois en EHPAD ou en hôpital, et là-dessus je laisserai Laurent en reparler sur le maintien de ce lien social qui a été important et surtout possible via le numérique. Et merci. Juste pour conclure, après je te laisse la parole. Donc, on l'a vu, la crise, ça a fait avancer, parfois à marche forcée, mais beaucoup de projets, comme la télémédecine, les expertises croisées. Mais il y a aussi pas mal de projets qui sont restés en stand-by, ou des renoncements aux soins. Et donc, on avait débuté un projet avec le centre hospitalier d'Ardèche méridionale sur la e-santé en lien avec les professionnels et les patients. Donc, on a vu que c'était vraiment très, très, très adapté. On continuera pour pouvoir les sensibiliser sur cette culture numérique de base, avec vraiment 2 objectifs pour qu'ils soient, plus à l'aise pour en parler, avoir confiance dans l'outil et du coup renforcer cette confiance qui existe déjà. Et on s'aperçoit que des professionnels de santé, on l'a déjà dit dans cette visio, mais n'ont pas été forcément formés à ces outils numériques, et donc parfois c'est un petit peu du bricolage. Je laisse bientôt passer la main à Monsieur Laluc. Oui, et juste maintenir le lien pour la suite. Et donc Laurent, sur nos zones rurales notamment. Merci Mathilde, tu as fait effectivement un petit peu tout le tour de notre sujet. En Ardèche méridionale, je parle pour 2 établissements. Le centre hospitalier d'Ardèche méridionale est un établissement de seconde ligne, donc qui s'est recentré ses activités sur la prise en charge des Covid, urgence, réanimation, etc. Et puis moi, plus particulièrement, je suis en direction déléguée sur un petit établissement à Rocher-l'Argentière, qui lui était plus qu'en 3e ligne. On a 35 lits de médecine SSR et puis 150 lits d'EHPAD. Et là, on a plutôt assisté à une bunkérisation de l'hôpital. On s'est refermé sur nous-mêmes. Sur la question des droits des usagers, c'était même plutôt une privation de liberté, puisque tous les espaces communs étaient fermés. Il n'y avait plus d'ambulanciers dans les couloirs. Les visites étaient plus autorisées, sauf pour les questions de fin de vie. Donc, on a vu que l'hôpital, il s'est vraiment très recentré sur lui-même. Et ce que ça a développé, par contre, c'est que ça a généré une contrainte positive. C'est ce que disait Mathilde, c'est que pour garder un lien avec l'extérieur, il a fallu amener aux professionnels des outils de visio pour leur dire on peut continuer à consulter par distance et on peut continuer à avoir des rapports avec ses proches par des logiciels type Skype. On a même vu des soignants qui sont venus avec des initiatives en disant qu'il y a des logiciels open source, plus faciles pour les familles, plus faciles pour les résidents à mettre en place ou à manipuler. Et donc, c'est un petit peu l'effet positif que je verrais sur cette crise de la Covid, c'est que ça nous a amené à marche forcée à utiliser des solutions qui existaient déjà. Le docteur Cayette Baudouin faisait part des outils Sarah et Sisra. On a un panel d'outils sur la région Rhône-Alpes qui sont très adaptés et qui ont été designés avec les usagers. France Asso Santé fait partie du tour de table sur le design des outils. Il y a même des applications qui étaient gérées, je pense à Tandem, qui étaient gérées sur le projet Pascaline par France Asso Santé, enfin le CISARA à l'époque. Donc, on a déjà ces outils qui existent. Le seul problème, c'est que nous, on s'est retrouvés comme les patients. C'est-à-dire qu'on a un établissement où on est client de la consultation médicale. Alors, on a vu davantage de spécialités se proposer en téléconsultation, y compris sur notre centre de ressources à Aubenas, en Ardèche méridionale. On a beaucoup de résidents qui sont suivis par le centre Léon Bérard à Lyon. Et pareil, en fait, le centre Léon Bérard a commencé à mettre en place la téléconsultation, ce qui nous permet à nous de se dire, OK, aujourd'hui, on a d'autres solutions que de se déplacer. Et même si l'établissement se ferme, on a des solutions d'accès. Voilà. Alors, ça ne résout pas la question, parce que ce n'est pas notre sujet tant à nous, celui de la démocratie en santé et puis le retour d'expérience patient sur le sujet, parce qu'on a des patients qui sont très âgés. On n'a pas de patients en dessous de 80 ans chez nous. Une spécificité qui est celle-là. Ceci dit, ce que ça nous a montré quand même, c'est que l'établissement de santé devenait quand même un lieu central de référence pour tout le monde. Et donc, le projet qu'on poursuit, qui a été un peu suspendu avec cette crise, c'était celui de l'hôpital tiers-lieu, qui était de dire, on n'est pas un lieu de médiation numérique en tant qu'hôpital,
Ceci dit, on a un lieu où on propose des services et on a un centre de ressources. Et donc, est-ce que les patients qui sont dans l'hôpital, est-ce que les patients qui sont à l'extérieur de l'hôpital et est-ce que nos professionnels n'ont pas un intérêt convergent à s'approprier des outils numériques? Que ce soit le Skype pour faire les visioconférences entre les résidents et leurs familles, ou que ce soit l'utilisation des outils CISRA ou SARA pour la téléconsultation ou la téléexpertise. Sachant qu'on fait le choix, nous, d'avoir des outils qui soient simples, et c'est ce que proposent les outils SARA et CISRA. Et ça veut dire qu'il faut approprier, il faut que les gens s'approprient ces usages, que ce soit nos professionnels ou les patients, parce que comme disait le docteur Caillet-Baudouin, ce n'est pas forcément naturel pour un patient d'utiliser une plateforme de téléconsultation si l'outil n'est pas adapté à sa manipulation. Et si c'est simple pour l'usager, ce sera simple aussi pour le professionnel. Et le professionnel n'utilisera pas un outil qui n'est pas simple. Mais même si les outils sont simples, il faut faire de l'acculturation aux outils numériques. Et c'est pour ça le projet qui était mené avec le Hub Inora, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas se mettre tous autour de la table au niveau d'une filière? Nous, on a utilisé la filière gériatrique sur le sujet, en disant on a des représentants des structures, des aidants, des usagers, des associations d'usagers. Et est-ce qu'avec eux, on ne peut pas définir quels sont les besoins de formation ou d'accompagnement aux usages numériques en santé avec toutes les solutions qui existent aujourd'hui? Et ça s'est un petit peu mis en stand-by avec la crise. Sauf que la crise, elle nous a montré que, c'était… 40 secondes. Eh ben, c'est parfait, j'ai terminé. La crise, elle nous a montré que, c'était une nécessité d'avoir ces outils-là et des outils. Et l'autre nécessité, c'est de se les approprier, donc vraiment de designer ensemble les moyens d'utiliser ou de s'approprier ces outils. Et j'ai terminé. Super. Merci à vous deux pour ce témoignage qui parle justement de l'acculturation au numérique et de ces méthodes de design des formations en commun et d'analyse des besoins en commun. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et vous parliez du centre Léon Bérard qui est déjà assez avancé sur ces thématiques-là et sur la téléconsultation. Donc, vous me faites une transition toute faite puisque je vais passer la parole à Pascal Sontag qui est cadre de santé dans ce centre de lutte contre le cancer. Donc, effectivement, vous étiez déjà familier avec ces outils numériques au centre Léon Bérard. Et puis, la crise a accéléré tout ça. Vous avez mis en place d'autres solutions, des questionnaires pour les patients, des défis sportifs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire aussi la place de la co-construction avec les usagers dans toutes ces initiatives? Donc, en effet, il y a beaucoup de choses déjà ont été dites. Moi, je reviendrai un peu sur effectivement notre expérience de terrain aujourd'hui. L'idée, c'était dans cette crise surtout de pouvoir assurer la continuité des soins. Et c'est vrai que nous avons mis beaucoup, je dirais, d'énergie et développé pas mal de choses sur tout ce qui était déjà un peu notre cœur de métier aussi dans cette articulation et cette coordination ville-hôpital. Alors, comme vous le disiez, justement, je vais vous citer deux exemples, en tout cas, qui ont été des projets qui ont été un peu plus, enfin, en tout cas, menés un peu plus rondement que ce qu'on aurait pu faire. Donc, effectivement, nous avons créé, justement, par rapport à cette crise Covid, des questionnaires type formulaire symptômes qui ont été à la disposition des patients. Par le biais effectivement de l'informatique. Alors ça, comme vous l'avez très bien dit, ça voulait dire qu'il y avait l'acculturation du patient à l'utilisation de l'outil. Mais il y avait aussi, on a fait un gros travail aussi d'acculturation par rapport aux professionnels de ville avec lesquels on a quand même beaucoup l'habitude de travailler. Et ces questionnaires ont permis, en tout cas lorsque le patient les remplissait, de pouvoir être agrémentés directement dans nos dossiers patients. Ce qui nous a permis derrière, puisqu'on a aussi cette chance-là d'avoir des infirmières spécialisées dans les parcours, de pouvoir être alertés en temps réel s'il y avait des choses particulières justement par rapport à des signes symptômes sur cette pandémie. Donc ça a été un de nos, je dirais, un chantier qui était déjà en travaux, mais qui a vraiment été accéléré. Et puis la deuxième chose qui nous a vraiment boosté, c'est qu'on avait le projet, en tout cas, puisque dans le cancer aussi, il y a une course un peu contre la montre par rapport à la maladie, avec toutes ces problématiques de déplacement qui étaient très, très complexes. Ça a été de développer certaines de nos pratiques plus rapidement que ce qu'on aurait pu le faire, notamment dans la mastectomie en ambulatoire, où là, on a utilisé aussi dans le suivi, c'est-à-dire à J1, J3, J5, en post-opératoire, les infirmières libérales
et puis nos infirmières de coordination, tout ça par le biais en fait du télésoin. Parce que ce sont aussi des pratiques aujourd'hui qui rentrent complètement dans la nomenclature des infirmiers libéraux. Et du coup, ça permet aussi de les impliquer et de sécuriser le patient dans ce type de soins et ce type d'intervention qui, psychologiquement, ne sont pas anodines, notamment lorsqu'on le fait en ambulatoire. Vous avez parlé de la plateforme territoriale, effectivement, du GSS Sahara, et c'est quelque chose, effectivement, que nous, on utilise de plus en plus. On est en train de former, enfin, en tout cas, il y a eu des formations auprès des libéraux, notamment pour leur expliquer l'utilisation de ces plateformes, de pouvoir leur dire comment on peut pousser aussi des documents, parce que aussi cette plateforme permet ça, de pouvoir pousser des documents tels que les ordonnances, tels que des rendez-vous, et l'idée étant après de pouvoir faire, je dirais, un trio entre l'hôpital, la ville et puis le patient, pour qu'on puisse aussi communiquer de plus en plus et de manière vraiment coordonnée. Moi, je dirais qu'au niveau du centre, l'utilisation de la e-santé, ça a été effectivement peut-être de mettre en place des choses, alors pas forcément nouvelles, mais en tout cas de les approfondir. Mais ça a été surtout un moyen innovant de revoir nos organisations dans cette coordination. Et aussi… environ 1 minute. Et aussi de sécuriser la prise en charge en fait, des patients par rapport à cette coordination, mais aussi cette communication. Je conclurai donc rapidement dans ce qui a déjà été dit. Je rejoins un peu tout le monde dans le fait que nos limites aujourd'hui, on s'en aperçoit, sont de 2 choses, c'est-à-dire il y a effectivement une acculturation du patient, ça c'est sûr. Il y a une formation aussi à certains moments, c'est-à-dire l'outil informatique, comme vous l'avez très bien dit, suivant l'âge, suivant le profil patient, suivant le contexte social. Ce n'est pas forcément un outil non plus qui est très approprié, en tout cas appréhendé. Et ça nécessite effectivement cette formation-là. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans la formation, il y a aussi le fait, je reprends l'exemple de nos formulaires symptômes, lorsque tout allait bien, les patients ne nous répondaient pas. Et ça aussi, ça fait partie de la formation, de se dire le suivi, c'est aussi peut-être quand tout va bien, pas non plus que quand les choses ne sont pas toujours adéquates. Et enfin, je terminerai sur une valorisation aujourd'hui aussi, je prends le côté infirmier, on parle beaucoup de consultation infirmière, de formulation, de suivi, et c'est vrai qu'on bug aussi encore aujourd'hui sur cette valorisation qui n'est pas encore actée au niveau, en tout cas, des pouvoirs publics. Voilà, ce sera mon dernier mot. Merci beaucoup, Madame Sontag, pour ce témoignage. On voit que vous avez fait preuve de beaucoup d'adaptabilité et mis en place nombreuses initiatives, comme beaucoup d'acteurs qui ont témoigné aujourd'hui. On a aussi pu voir des limites à ces solutions dans la co-construction avec les patients et puis dans l'usage. Pour conclure ce webinaire, je passe la parole à Alexandre Berkes, qui est enseignant-chercheur et spécialisé sur les questions de démocratie en santé et la thématique de patients partenaires. Alexandre va pouvoir nous apporter une vision plus transversale et philosophique sur ces sujets-là, et puis peut-être un regard plus critique. On sait que vous avez organisé beaucoup de webinaires pendant cette période de crise, et donc vous avez eu sans doute beaucoup de retours. Donc on serait ravis de vous entendre nous en dire plus sur ces thématiques-là. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me baser essentiellement sur justement le fait que notre équipe au CAPS Bretagne, qui est une structure régionale d'appui, elle a été mobilisée par l'Agence régionale de santé pour accompagner les établissements et donc les professionnels notamment à la gestion de crise. Et comme une partie de notre équipe est vraiment dédiée à la co-construction avec les patients, que ce soit les usagers du système de santé au sens large, mais aussi les représentants d'usagers, les associations et n'importe quelle personne expérimentée avec les soins, je vais vraiment partir de cette expérience-là, donc locale, dans une région qui est celle de la Bretagne, dans laquelle aussi on n'a pas été en contexte de crise épidémique. Il n'y a pas eu de cas majeur, il n'y a pas eu de surcharge des soins, donc ça change un peu par rapport aux pratiques qu'on a pu observer dans le Grand Est ou en région Île-de-France. La première chose que je veux dire, c'est que tout le monde a fait de son mieux. Ce qu'on a pu voir, c'est que chacun a essayé, était bien intentionné, mais ce qu'on a appris de beaucoup de contextes de crise, c'est que ce n'est pas parce qu'on est bien intentionné qu'on fait la bonne chose. Des fois, on s'agit, on crée plein de solutions, mais ces solutions, elles sont très souvent dans un cadre qu'on appelle
des approches centrées sur les patients, c'est-à-dire qu'on essaye de répondre aux besoins qu'on anticipe ou qu'on pense être ceux du patient, mais les 3/4 du temps, on le fait pour eux plutôt qu'avec eux. Et c'est ça l'enjeu majeur sur lequel on a essayé de travailler, c'est de se dire, même si on est bien intentionné, on est obligé de capitaliser sur l'expérience collective, en tout cas sur l'intelligence collective, pour être capable d'ajuster, d'actualiser les pratiques, parce que justement, on n'a pas l'habitude avec celle-ci. Donc, on a besoin de boucles de rétroaction, de la pertinence des choix qu'on a faits. Si on a décidé de s'organiser de telle ou telle manière dans un EHPAD, dans un établissement de soins, pour gérer la continuité des soins, on a besoin d'avoir une boucle de feedback qui n'est pas uniquement celle des professionnels et des gestionnaires dans les établissements, mais d'avoir ceux qui en font directement l'expérience, c'est-à-dire les patients et leurs proches. Donc, il faut trouver un moyen de s'organiser pour avoir une espèce de système apprenant, et le meilleur moyen, c'est d'avoir des boucles de rétroaction avec ceux qui font l'expérience de ces soins, dont les patients, etc. Donc, à la fois, on a vu dans les témoignages, c'était très intéressant, c'était une période de recomposition, il y a eu des paris qui se sont faits. Dans l'incertitude, on essaye d'autres choses parce qu'on se rend compte que le mode habituel ne fonctionne pas, donc on essaye des nouvelles manières de travailler. Et tout à l'heure, Laurent l'a dit, il l'a marqué comme ça, l'hôpital s'est recentré sur lui-même. Et effectivement, de ce fait-là, l'hôpital s'est extrêmement centré sur les patients qui ont développé la Covid, s'est réorganisé comme ça, mais de ce fait-là, tous les autres patients qui étaient habituellement en interaction avec le système de santé et qui étaient soignés se sont retrouvés un petit peu démunis, pas forcément avec du suivi, et ça a créé beaucoup d'anxiété, etc. Mais ça a été aussi l'occasion de se rendre compte que c'est essentiellement en France au quotidien et puis dans d'autres pays, le système de santé informel qui tient les gens en santé. Et que justement, il n'y a pas que l'hôpital et que même la majorité des actes de soins se font au quotidien par les patients eux-mêmes, par les proches, par la société, qui justement, pendant cette période-là, a tenu tout ce que n'a pas fait l'hôpital du fait de sa surconcentration sur les patients Covid et la réorganisation de la crise. Donc, j'ai bien aimé cette intervention de Laurent là-dessus. Et donc, dire que cette période-là de la crise, c'est peut-être aussi le moment de voir comment on peut décentraliser les soins, répartir la responsabilité pour éviter d'avoir un système hospitalo-centré qui met beaucoup de pression sur les professionnels qui se retrouvent à être ceux qui doivent gérer ça eux-mêmes, savoir quelles sont les bonnes décisions, quelles sont les bonnes informations, quelles sont les bonnes pratiques, alors qu'on est tous pris dans le même bateau, justement, et qu'on devrait, non pas en tant que professionnel, se garder cette responsabilité, puis justement en souffrir, en être fatigué, etc., et s'épuiser à ce travail-là qui est inhumain, et justement coopérer avec les autres acteurs qui sont pris dedans et que ça concerne au premier plan, c'est-à-dire les citoyens au sens large, mais les patients en tant que tels. Donc, par exemple, au CAPS, on a tout de suite essayé de faire en sorte que quand on a fait des webconférences entre les professionnels de la santé partout en Bretagne qui avaient besoin de réponses, qui voulaient discuter entre eux au sein de communautés de pratique pour voir comment se réorganiser, on a tout de suite dit il faut que vous le discutiez avec les usagers. Et si vous n'êtes pas super open ou vous avez un peu peur de discuter avec des usagers au sens large, au moins les représentants d'usagers des établissements, au moins les membres associatifs. Combien il y a de patients, par exemple des patients VIH, qui ont déjà géré plusieurs crises épidémiques, qui ont déjà de l'expérience là-dedans, qui savent comment réadapter, gérer leurs soins, gérer les infections potentielles, gérer la manière dont ils vont faire les courses s'ils sont immunosupprimés. On a plein de patients qui ont déjà fait l'expérience. Une minute, Alexandre. Ok. On a beaucoup de patients qui ont déjà de l'expérience de l'isolement social, etc. Et en fait, si on a une réponse à la question qui était « a-t-on capitalisé sur l'expérience des patients pendant la crise ?», ce n'est pas le cas. On avait une quantité incroyable de savoir, de compétences développées par des patients et des associations et des représentants d'usagers qu'on n'a justement pas mobilisé alors que c'était dans une période où on n'a pas beaucoup de ressources, où on est en incertitude et on est en urgence. C'était la première chose à faire, c'est de dire quelles sont les forces vives. Il y avait des patients, par exemple, qui étaient largement plus compétents et qui avaient beaucoup plus de savoir que beaucoup de professionnels du système de santé sur les questions qu'on avait pendant la crise. Donc, pour finir sur 2 points, ce qui était important aussi, c'est que pendant cette période de crise, je trouve, on a un petit peu explicité ce qui est implicite d'habitude dans le système de soins. J'avais noté l'agisme, le fait qu'on a vu dans les tri que les personnes âgées, ce n'était pas celles qu'on allait prioriser. Le moralisme, on va soigner en priorité ceux qui ne sont pas responsables de leurs problèmes de santé. Donc, on revient au mauvais patient, à celui qui ne prend pas soin de lui, sans prendre en compte les facteurs collectifs qui influent sur ces comportements-là. Et enfin, c'est surtout la dimension politique qui m'a marqué parce que autant les outils d'e-santé, ils ne sont pas intrinsèquement problématiques, mais autant ils ne font que ce qu'on souhaite leur faire faire. Donc, si on ne définit pas l'éthique qui est associée, c'est-à-dire la manière dont on veut soigner avec, et la dimension politique qu'il y a derrière au sens large, pas partisane, mais quel est le type de société, le type de soins qu'on veut faire émerger, et il faut qu'on explicite l'éthique du soin, par exemple l'autonomisation des patients, leur incapacitation, leur développement de leurs propres compétences à travers le soin, en faire des acteurs de soins à part entière, comme leurs proches. Il faut que les solutions de e-santé soient développées en explicitant pour quelle finalité, avec quelle intentionnalité on veut le faire, pour éviter que ça soit celle par défaut qu'on a vu se révéler pendant la crise et qui n'est pas forcément celle qu'on souhaite.
Merci Alexandre, hyper intéressant et merci de revenir sur cet enjeu d'éthique. Et oui, la e-santé est une solution, mais il faut la penser correctement et en intégrant le patient et les usagers. Donc tu fais bien de le rappeler et je pense que ça va ouvrir pas mal de questions. Donc on va passer à la dernière phase de questions-réponses. D'abord, merci à tous les intervenants et puis je passe la main à Léa. Si tu as quelques questions, on va déborder un peu du timing, mais je pense que c'est vraiment intéressant qu'on se prenne du temps avec les participants pour aborder des questions. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, pendant le webinaire, les échanges ont continué. Donc, c'est toujours aussi intéressant à voir. Et puis, nous, on est ravis de voir que cet outil est aussi là pour que vous échangiez ensemble, professionnels de santé, et patients et acteurs de la santé de manière plus générale. Dans un premier temps, je voulais poser une question à Pascal Lambrèche. Concernant justement les retours qui avaient été les siens par rapport à la ligne C et aux besoins qui ont émergé de la part des patients en termes de e-santé. Avec le recul, en fait, quelles sont les difficultés qui persistent aujourd'hui et qui n'ont pas encore été adressées selon vous? À propos de la ligne C? Je veux dire, est-ce que vous avez des retours des patients sur cet aspect de la e-santé et, par exemple sur le fait que la téléconsultation n'est peut-être pas suffisante pour eux sur certains points, ou bien qu'ils ont des difficultés à avoir accès à la e-santé. Voilà, ce type de questionnement-là. Est-ce que vous avez eu des retours ou pas forcément? Oui, alors effectivement, en étant écoutante à la ligne C, notamment, j'ai eu accès à des interrogations de la part de patients qui souffraient de maladies chroniques et qui avaient des questions par rapport au suivi de leur santé. On était principalement sur des questions organisationnelles. On a une inégalité au niveau de l'implication des professionnels concernant l'accès aux soins, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, comment communiquer. Et effectivement, les patients étaient interrogatifs quant à cet aspect-là et aussi quant à la subtilité de la relation de soins, le visuel, le présentiel. C'est une relation subtile. On ne peut pas refaire les choses. Le téléphone permet de sentir des hésitations, des silences. Mais voir quelqu'un détecter le langage verbal, le langage non verbal, permet effectivement de pouvoir rentrer dans la relation, de pouvoir saisir des sous-entendus, saisir des choses qui ne peuvent pas être exprimées. Il y a des choses qui sont indispensables en présentiel et ces patients-là, effectivement, posaient cette interrogation de voilà, comment on va faire maintenant. Moi, je ne suis pas à l'aise par webcam, je ne suis pas à l'aise par téléphone. Comment est-ce que je reste en relation avec mes médecins? Comment est-ce que je fais? Oui, c'est une limite dont on a parlé et qui est l'autre pendant de la symétrie. Effectivement, il y a du confort à être chez soi, mais il y a aussi des limites. Très bien. Merci Pascal. Effectivement, ça me fait penser aussi au témoignage de Delphine Blanchard qui pointait du doigt l'importance du lien de confiance avec le professionnel de santé, notamment, si je ne m'abuse, Delphine, votre médecin de ville avait fait appel à vous pour vérifier que tout se passait bien. C'est une question que j'adresse à l'ensemble des intervenants. On n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé de la formation et la culturation numérique des patients, des professionnels de santé en établissement de santé, peut-être des infirmières libérales, mais peut-être moins des médecins de ville, par exemple. Je me demandais, et de manière générale, quelles étaient les interactions que vous pouviez avoir, notamment sur les plateformes numériques diverses et variées dont vous êtes les représentants, avec ces médecins-là, du généraliste notamment, par exemple. Est-ce que vous êtes en lien avec eux et est-ce qu'ils ont fait aussi remonter des besoins concernant la mise en lien avec les patients?
Alors, je vais peut-être vous nommer certaines personnes, ce sera peut-être plus simple. Je pensais par exemple à Monsieur Truchot ou à Julia Ocart de Maëla. Est-ce que ce sont des professionnels aussi avec lesquels vous avez travaillé? Alors, je peux commencer. Donc, nous, c'est particulier parce que la téléexpertise, c'est un échange entre médecins, donc qui implique directement les patients, parce que c'est toujours au sujet d'un patient, mais le patient n'est pas partie prenante de l'échange. Et c'est vraiment un outil de parcours de soins. Ça aide le médecin qui fait la demande à savoir quelle est ça l'aide dans son diagnostic et dans l'orientation de son patient. Et il y a une vraie problématique d'arriver à ce que les médecins sont évidemment très occupés dans leur journée. Ils vont devoir faire ça en plus par rapport à la possibilité de simplement rediriger le patient dans le parcours de soins. Et donc, c'est très important que ça soit à la fois extrêmement simple et que ça s'inscrive dans le flot de travail, qu'on soit interopérabilisé avec leurs outils, etc. Et donc, c'est le cœur de ce sur quoi on travaille, c'est les aider justement à parfaitement comprendre l'outil et intégrer l'outil dans leur travail habituel. Et donc, ça a impliqué tout un tas donc, par exemple, dans le cas du projet NeuroCovid, tout un tas de webinars un peu comme celui-ci, mais dans lequel on faisait des démonstrations régulières de la plateforme et puis un usage, des correspondances permanentes avec les médecins qui étaient bloqués ou qui avaient des suggestions ou des besoins différents. Très bien, merci. Julia, je ne sais pas si vous avez quelque chose à apporter sur cette question aussi. Globalement, c'est la même observation qui vient d'être faite. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que dans le cadre du Covid, il y avait cette idée que le temps s'était un petit peu arrêté. En tout cas, on avait demandé, le gouvernement avait demandé un peu l'arrêt des soins et pour se concentrer plus sur le Covid. Et donc, du coup, nous, les médecins traitants, un petit peu comme on vient de l'expliquer, ne sont pas forcément des personnes qui sont tout de suite incluses dans le parcours de soins, ou elles le sont au début ou à la fin, mais pas forcément tout le long, parce que des experts prennent place de par leur spécialisation. Voilà. Mais dans le cadre du Covid, c'était un autre sujet. C'est-à-dire que les établissements de santé avaient besoin de ce relais-là, parce qu'ils ne pourront pas tout faire. Et les médecins aussi traitants avaient envie un petit peu de jouer le jeu, en tout cas d'utiliser les nouveaux outils qui étaient peu disponibles. On a eu pas mal de médecins traitants. Pour autant, c'était vraiment, à mon sens, quelque chose d'assez exceptionnel qui peut-être a été mis en lumière. Moi, je pense que le Covid, ça a été une opportunité. C'est difficile de dire ça pour la santé. Et je pense que ça va continuer à être exploité, en tout cas de mieux en mieux, par les professionnels de santé comme par les patients qui ont vu l'intérêt d'avoir des soins jusqu'à leur domicile sans pour autant voir quelqu'un tout le temps. Merci Julia. Je vais aussi donner la parole sur ce sujet au docteur Caillette-Baudouin en une trentaine de secondes, si ça vous convient, docteur. Juste vous dire que je suis membre de la CPTS, du bureau de la CPTS de Vénissieux et puis de l'association RMC Vienne qui est en train de se constituer en CPTS. Et je peux vous dire que la crise Covid a boosté énormément les médecins généralistes à travailler avec les infirmiers et à utiliser les outils numériques. Sur Vénissieux, je sais qu'ils ont utilisé les outils du GCS CISRA et sur RMC, c'était un outil qui avait été proposé par l'hôpital de Vienne et qui a permis aux médecins généralistes, aux infirmières libérales de pouvoir reprendre du contact avec les patients parce qu'ils étaient tous très inquiets de ne plus avoir de consultation. Il y a eu en plus sur Vienne l'ouverture d'une page Facebook des soignants Covid, la page Facebook RMC Covid, qui finalement a permis de confirmer cette volonté de tous ces professionnels libéraux de travailler ensemble via le numérique. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette dynamique territoriale qui s'est mise en place. Merci beaucoup, docteur. Effectivement, c'est assez intéressant de voir à quel point la crise, de ce point de vue-là, a remis en question, on s'en rend compte aujourd'hui, ce système hospitalo-centré, finalement. Monsieur Berkay, je vais vous poser une question aussi qui nous apparaît là dans la boîte à questions. Avec la crise, l'importance de l'expérience patient et le vécu des patients ont été mis en lumière.
Et selon vous, est-ce qu'effectivement, cet aspect-là peut vraiment être un levier pour changer les mentalités et pour aller vers plus des démocraties en santé? Comment est-ce que vous voyez les choses et comment surtout est-ce qu'on peut poursuivre ce travail d'amélioration, de parcours et de co-construction après la crise? Je pense que ça n'a pas été tant mis en lumière que ça. Je pense que justement, le premier travail qu'on a collectivement, c'est de mettre en lumière à quel point des projets comme celui de l'INSEE, par exemple, c'est-à-dire des patients d'eux-mêmes, sans attendre qu'une institution ou des professionnels leur disent, s'organisent de manière à répondre aux besoins non répondus par le système de santé formel et de montrer justement comment les citoyens au sens large et ceux qui sont les plus concernés au premier plan se sont organisés pour ça. Donc, comment ça fonctionne? Le premier travail qu'on a, c'est de documenter, expliciter, rendre visible tout le travail de soins qui a été réalisé par des non-professionnels de la santé, mais qui sont des acteurs de soins à part entière. Et en fait, qui ont d'ailleurs permis aux autres professionnels de santé de se concentrer sur une autre réalité et qui a permis de maintenir justement le système de santé en place. Donc, je pense que justement, actuellement, on le met peu en avant, c'est peu documenté et on ne le reconnaît pas, je trouve, au niveau de l'État ou des instances où on n'est pas en train de remercier d'abord au premier plan ceux qui ont pris le relais en termes de soins. Parce que les gens qui n'avaient plus de continuité des soins, ce qu'ils ont appelé, c'est des gens des associations, d'autres personnes pour dire voici mes enjeux, je ne sais pas comment faire, mais je n'ai plus personne à l'autre bout du fil, où je peux aller voir personne à l'hôpital, où j'ai peur d'aller voir mon médecin. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas de leur faute, comme si c'était des gens trop heureux, c'est qu'il y a des conditions qui font en sorte, il y a des conditions collectives, il y a des discours collectifs, et il y a aussi une responsabilité de 20 ou 30 ou 40 ans d'hospitalocentrisme, où on les a déresponsabilisés et pas forcément encouragés à développer une confiance en eux par rapport au fait que ce sont des acteurs de soins et qu'ils ont des compétences pertinentes. Il y a quand même déjà tout un travail de ce côté-là. Mais globalement, en ce moment, dans les établissements, on est quand même en train, notamment à travers les départements de qualité, souvent, la majorité du temps, de reconnaître la pertinence de l'expérience patient pour l'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins. Sauf que pour le moment, elle est encore très restreinte à quelque chose qui est très proche de la satisfaction ou pas beaucoup plus loin. Donc, le but, c'est de capitaliser là-dessus, utiliser ce levier, c'est-à-dire cette transformation des pratiques, tout en concevant une conception de l'expérience patient beaucoup plus large et donc en reconnaissant le fait que les savoirs patients sont des savoirs nécessaires et complémentaires aux savoirs biomédicaux pour soigner correctement et que ce n'est pas un petit plus ou une cerise sur le sundae ou sur le gâteau, comme on dit en France, mais de ce fait-là que c'est le must, c'est la base même du soin. On ne peut pas prendre soin sans coopérer avec le patient et sans mobiliser ses propres savoirs. Merci beaucoup, Alexandre. Effectivement, dans les questions, on a beaucoup de réactions et de personnes justement qui parlent de la capacité à modifier sa posture, à tenir compte aussi tout autant des patients que des professionnels de santé, des aidants, de tout le monde et de ces savoirs qui existent déjà. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Écoutez, je vous remercie. On est arrivé à la fin de notre temps de questions. Je vais donc redonner la parole à Beryl sur ce point. Merci à tous. On voit qu'il y a encore pas mal de questions qui nous arrivent. On ne va pas pouvoir toutes les prendre, mais c'était aussi l'objectif de ce webinaire d'interpeller les gens, de commencer des échanges et de faire remonter justement ce qui n'a pas été visible, comme vous le disiez, Monsieur Berkès. Je vois que M. Vervial, vous dites que vous serez au Ségur de la santé pour affirmer justement la place des associations, faire un retour sur l'expérience, donc c'est super. Bravo. Et puis, on espère du coup que ça va encourager une bonne dynamique pour plus de démocratie en santé. Et pour conclure, je voulais avec l'équipe d'Osiris Santé et d'Ozon, on en profite pour vous dire que dans la continuité de ce webinaire et de nos discussions aujourd'hui, on va lancer avec notre association Ozon, une plateforme web de sensibilisation et d'apprentissage à l'expérience patient. Et donc, notre objectif avec cette plateforme, ça va être de recenser et de relayer, en collaboration avec vous tous, des initiatives solidaires et co-construites en santé qui seraient en faveur de l'expérience patient et partout en France. On vous en informe et on serait vraiment ravis de vous associer à ce projet et à ce lancement. On vous enverra plus d'informations dans un prochain mail aux participants également, avec le lien vers ce webinaire si vous voulez le revisionner, et puis plus d'informations sur cette initiative qu'on entreprend à la suite de ce webinaire. Et donc, on serait vraiment ravis de vous avoir à nos côtés. Voilà, on conclut ce webinaire en remerciant encore une fois très chaleureusement les intervenants et vos prises de parole qui étaient toutes très riches et variées.
On espère que les participants ont pris plaisir à vous écouter et que ce premier format de webinaire made by Osiris Santé et Ozon vous a plu. En tout cas, on était ravis d'être avec vous ce matin. Et on espère que ça va provoquer encore plus de discussions et d'engagement pour la démocratie en santé. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très vite pour d'autres sujets. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous.